Bonjour à nouveau à toutes et à tous. Allez, on enchaîne sur les législatives et nous accueillons à présent Aurélien Maninck qui représente pour la 5e circonscription de l'Hérault le Parti socialiste avec l'Hérault solidaire et écologique. Aurélien Maninck, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour et merci de m'accueillir sur votre antenne et puis bonjour à tous les auditeurs. Écoutez, c'est avec plaisir. Alors, nous allons, si vous le voulez bien, parler au préalable. Nous allons parler de vous, au préalable. Donc, vous venez d'où géographiquement et depuis quand êtes-vous entré en politique et pourquoi le Parti socialiste? Voilà. Alors, j'arrive de l'UNAS. En fait, je suis natif de Bédarieux. Oui. Où j'ai fait une partie de ma scolarité, notamment le collège et le lycée. Et puis, à cette période-là, j'ai eu la chance de rencontrer un homme, comme souvent, qui m'a proposé d'intégrer son équipe municipale. En 1995, j'avais juste 18 ans. Et donc, je suis rentré au conseil municipal. Et puis, suite à son décès, je suis devenu adjoint au maire. Et puis maire. Et j'en suis dans mon troisième mandat d'élu local. Très attaché à mon territoire, puisque c'est un territoire que je vis avec passion, où j'ai travaillé pendant des années. J'ai travaillé pendant des années à Béziers, ouais. Et, avec des missions sur tout l'ouest de l'Hérault, puis à Bédarieux, puis à Lodève et à Clermont-Lérault. Donc, Mais d'un coup, pardon, je vous coupe, je ne vous ai pas rencontré à Notre-Dame-de-Nise. C'est très probable, avec effectivement. Avec avec Marie, le père Marie Pac, exactement. Marie Pac. Mais oui, je me disais, je connais votre visage. Exactement, c'est un des joyaux du patrimoine que l'on a dans le... Que vous soutenez. Ouais, exactement, comme tous ces projets patrimoniaux qui sont aussi la richesse de nos cultures et de nos traditions qu'il faut accompagner, défendre, et qui nous permettent aussi de vivre du tourisme dans notre territoire. Eh bien écoutez, je me trouvais l'an dernier à l'inauguration avec Marie-Christine Weber qui m'avait convié, et Marie... Frère à Marie Pac. Frère Marie Pac, voilà. Ouais. Voilà. Donc je me disais, je connais votre visage, mais je savais plus d'où. Voilà, ça me revient. Excusez-moi, je vous ai coupé. Alors, voilà. Et alors, donc du coup, pourquoi le Parti socialiste? Alors, mon engagement historique, il est dans les valeurs républicaines, oui. Dans les valeurs solidaires, dans les valeurs écologiques, et puis dans les valeurs laïques également. Et il s'avère que c'était, et que c'est toujours d'ailleurs l'ADN de cette formation politique dans laquelle je me sens bien. Au service de mes concitoyens et pour un projet de société aussi qui nous permette à tous de vivre bien dans la France, qui est quand même une nation de progrès social que l'on doit continuer à défendre. Merci. Alors, on va à présent passer au premier point. Vous l'avez choisi, augmenter le pouvoir d'achat. Relever le SMIC de 15% par mois, ce qui représente une hausse de 200 € brut mensuel. On parle de brut, on parle pas de net. Oui, exactement. Oui. On parle de brut. Combien cela représente-t-il? Enfin, du moins, à combien cela amène le SMIC au net? Alors, on souhaite, nous, que le SMIC puisse atteindre entre 1450 et 1500 €. Brut ou net, toujours? Net, je parle net. Okay. De manière à ce que nos concitoyens puissent vivre de leur travail correctement. Aujourd'hui, l'inflation atteint 5,2% sur l'année écoulée. Oui. Alors on a connu ça dans l'histoire de la France, notamment dans les années 70, mais les salaires montaient avec. Là, ce n'est pas le cas. Et aujourd'hui, nombre de nos concitoyens n'arrivent pas à la fin du mois. Entre les loyers qui sont devenus trop importants, les salaires qui ne suivent pas, les dépenses énergétiques et les dépenses de carburant, la première action que l'on doit conduire, c'est un plan d'urgence en faveur du pouvoir d'achat. Et il y a l'augmentation des salaires, alors du SMIC, et puis dans la conséquence des autres salaires, puisque l'objectif d'augmenter le SMIC, c'est aussi d'ouvrir des négociations salariales avec le patronat pour monter l'ensemble des salaires, en conséquence, mais également rehausser le minimum vieillesse. Dans notre projet aussi, on souhaite créer un minimum jeunesse de 1 000 € pour que les jeunes puissent ou continuer à se former sans être obligés de travailler à côté, ou se lancer dans une activité professionnelle. Oui. Ce qui est très souvent le cas. Ce qui est très souvent le cas. On souhaite également, dans ce volet pouvoir d'achat, réduire immédiatement la TVA sur le carburant,
les énergies, l'électricité, le gaz, le fuel, pour qu'on puisse aussi se chauffer et se déplacer sans que ce soit trop onéreux. Et puis, dans le pouvoir d'achat, il y a d'autres mesures que l'on portera, notamment, et c'est en lien avec l'environnement, mais on en parlera plus tard, la rénovation bâtimentaire, avec un vrai fonds que l'État doit créer pour que les passoires thermiques qui existent disparaissent. Et c'est un plan de 750 000 logements par an que l'on souhaite proposer. C'est déjà en cours avec la rénovation à 1 euro, non? Oui, mais c'est trop peu. C'est très largement insuffisant. Aujourd'hui, on n'y arrive pas. C'est quand même 71% de notre empreinte carbone, le chauffage des logements. Donc il faut vraiment agir là-dessus, sans plus tarder, si on veut réduire notre consommation énergétique. Et il me semble que dès lors que l'on a pu bénéficier justement de cette isolation à 1 euro, on ne peut plus bénéficier, par exemple, des fenêtres qui... Oui, exactement. Alors les règles, comme souvent dans notre pays, les règles administratives sont un peu éloignées du terrain et pas trop pragmatiques. Et effectivement, il suffit qu'on isole un comble pour qu'on ait du mal à pouvoir faire l'isolation par l'extérieur, par exemple. Et donc, c'est un vrai plan. Il faut avoir un peu d'ambition là, dans ce domaine-là pour que l'ensemble de nos logements soit rénové. Sur le volet pouvoir d'achat, pour continuer un peu, la mesure que l'on porte également, c'est l'encadrement des loyers. Alors l'encadrement des loyers en zone tendue, mais également dans les zones rurales comme les nôtres. Aujourd'hui, il arrive parfois que les loyers atteignent 50% du salaire, ou 40%. Et si on ajoute à ça la garde d'enfants, les frais pour aller travailler, forcément on n'arrive plus à manger décemment. Sur Bédarieux, par exemple, un loyer pour une famille de 4 personnes s'élève à combien? Alors, un loyer d'un appartement F3, F4, on est entre 500 et 600 euros, facilement, selon l'état du logement et son positionnement. Et donc, c'est de suite, on voit, on est déjà à 30% du salaire. Donc, c'est incompatible avec le maintien d'un pouvoir d'achat pour qu'on puisse vivre correctement. Mais il me semble que dans notre région, c'est un peu plus cher que ça. Il me semble qu'on avoisine les 800 euros, si je ne dis pas de bêtises. Mais parce que vous avez la chance à la Salvetat d'avoir un cadre privilégié. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, je suis fils d'ouvrier. Ouais. Et ma maman ne travaillait pas. Ouais. Et on était une famille j'ai un frère, donc on était 4. Et avec ce salaire d'ouvrier, qui était sans doute le SMIC ou un peu plus, on vivait à peu près normalement. C'est-à-dire qu'on avait une semaine de vacances l'été, il arrivait qu'on parte au ski. Et on ne manquait de rien. Aujourd'hui, une famille de 4 personnes avec un seul salaire, ça ne marche plus. Donc il faut qu'on repense clairement la manière dont on paye nos salariés. D'accord, donc si vous êtes député demain, c'est l'une des premières choses que vous mettrez en place. La première mesure, c'est clairement le premier combat à mener dès le mois de juillet, c'est celui-là. Merci. Donc créer un minimum jeunesse à 18 ans, c'est-à-dire que vous parlez des bourses scolaires? Oui, alors le principe, ce serait, ça ne concerne pas que les bourses scolaires. Le principe, ce serait de donner une indemnité aux jeunes pour qu'ils puissent aussi créer une entreprise, par exemple. Suivre une formation, créer une entreprise ou s'engager dans un mouvement associatif, de manière à performer leur expérience professionnelle. Et également de pouvoir vivre correctement de cet engagement-là. Oui, parce qu'aujourd'hui, il me semble que le gouvernement demande aux familles de supporter tout ça. Exactement. Et c'est parfois au détriment des études de nos enfants, parce que tout le monde n'a pas les moyens d'aller payer un appartement, même s'il y a les allocations logement. Derrière ça, il faut manger. Il faut se nourrir, il faut payer son loyer, il faut payer le chauffage. Les assurances. Exactement. Et donc on se rend compte qu'il y a de plus en plus de jeunes ou qui vivent dans leur voiture pour leur logement. Exactement. Et d'ailleurs, c'est juste insupportable. Ouais. Et ou également qui sont obligés de rester vivre chez leurs parents. C'est ça. Jusqu'à 25 ans ou plus. Et c'est pas compatible à ce que notre société doit donner à la jeunesse. Non, parce qu'on élève nos enfants pour qu'ils sachent mieux partir et pas rester, même si on les aime. Non, mais bien sûr, mais dans cette dynamique de progrès social que j'évoquais tout à l'heure, l'idée, c'est que les générations qui nous succèdent vivent mieux que nous. Ouais. Et là, c'est plus le cas. Okay. C'est ça qu'on va changer. Bloquer les évolutions des prix liés à l'énergie, concrètement, ça pourrait vouloir dire quoi? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la mise en place d'un bouclier, déjà en baissant la TVA, et puis voilà, pour permettre que le carburant reste à des prix raisonnables.
Donc les bloquer. Oui, exactement, oui. Ok, parce que uniquement baisser la TVA, Non, ça alors ira il y pas. a deux volets là, c'est ce que j'ai. Ouais. On baisse la TVA et on joue sur les taxes flottantes qui existent Ouais. aujourd'hui, de manière à ce que, par exemple, le prix du carburant reste à 1,50 €. D'accord, en Et fonction voilà, de la c'est ça. fluctuation. Exactement. On laisse pas aller l'essence à 4 euros, c'est Voilà, complètement c'est ça. imaginaire. Et on applique une TVA à 5,5 dessus, ça n'a aucun Exactement. intérêt. Ok. Relocaliser les activités économiques par la réindustrialisation du pays. Vous pensez pouvoir faire revenir les industries qui se sont d'ores et déjà délocalisées? Oui. Est-ce que c'est comme ça? Exactement. Alors la crise du Covid nous a fait prendre conscience que le chemin qu'on avait pris depuis 30 ans n'était pas le bon. Ouais. On ne produit plus en France nos médicaments, on est très dépendant des produits manufacturés qui viennent d'ailleurs. Et quand je dis d'ailleurs, c'est souvent d'Asie. Et cela, il faut le modifier. Et à l'image d'autres pays européens qui ont su le faire, notamment les Allemands, qui sont aussi la force motrice de l'Europe, je plaide pour que l'on réindustrialise le pays, notamment en profitant du boom de la transition écologique pour créer toutes ces nouvelles filières qui nous permettront à la fois de préserver la planète et d'être innovants, et qui nous permettra également de revenir à la création de produits manufacturés et industriels et médicamenteux, comme je l'évoquais tout à l'heure, pour... Pardon, je vous coupe, excusez-moi, mais médicamenteux, tous nos chercheurs français partent à l'étranger. Oui, alors c'est un vrai problème. Un vrai problème, alors qu'on a une université de pointe encore. Absolument. On a tendance, mais aussi parce qu'on n'accompagne pas nos jeunes dans leur poursuite d'études, et on en revient à la création du minimum jeunesse que j'évoquais, à laisser partir nos cerveaux, parce qu'on ne sait pas les accompagner dans la période où ils font les thèses, enfin ces études qui durent des fois jusqu'à 10 ans après le bac, et donc nos entreprises ont aussi baissé le bras sur le volet recherche et développement. Donc c'est ça qu'on veut accompagner. Ok. Revaloriser, je passe. Bien sûr, mais allez-y. Vous êtes assez pressé, donc on va tenter de passer y a pas de problème. Assez rapidement sur les points. On va parler des retraites, revaloriser les retraites à 1 200 € brut ou net, encore une fois. Oui, moi, c'est net. Mais c'est net, oui, bien sûr. Moi, je parle de l'argent de ce qu'on a dans notre poche. Oui, bien sûr. On voit votre côté patron, là. Les patrons parlent toujours en brut. Ah non, je parle en net. Ouais, d'accord. Ah, d'accord, ok. On est d'accord, alors. Je suis pas patron. Je parle en net, moi. C'est ce qui est dans ma poche qui m'intéresse. Ouais, d'accord. Donc, au regard... Ceci étant, je vous coupe, le sujet des charges patronales, c'est quand même une vraie difficulté pour nos entreprises. Et, tout dépend des secteurs. Oui, mais globalement, on a fait des rencontres là à l'occasion de ces élections, mais des précédentes aussi, avec le mouvement des entreprises de France, avec la Fédération du bâtiment, avec la Chambre des métiers de l'artisanat. Ils ont quand même des difficultés sur les embauches, à la fois parce que la partie apprentissage est sous-valorisée dans notre pays, et ça fait partie des axes qu'on évoquera tout à l'heure, mais également parce que le coût du salarié est parfois un frein. Et donc, quand on parle aussi de réindustrialiser comme tout à l'heure, il faut aussi qu'on prenne en compte ces difficultés-là pour que l'État soit le garant à la fois de la solidarité nationale, mais aussi permettre aux entreprises d'innover, d'embaucher et de construire les forces économiques de demain du pays. Pour tout ce qui est social, les charges sont faibles. Les charges patronales, vous voulez dire ? Absolument. Oui, alors les charges sont faibles, mais ça fait parfois jusqu'à 2 fois ce que le salarié a dans le porte-monnaie. D'accord. Et donc, quand vous avez 1 500 € là, comme on le plaide, bon, ça coûte entre 2006 et 2008 à l'entreprise. Oui. Donc c'est assez important de le prendre en compte, et peut-être de mesurer qu'il faut le modifier pour permettre aussi d'accéder à l'emploi plus facilement. Ok, mais alors bon, je vais prendre un cas concret. Je voulais pas partir là-dessus, mais tant pis. Aujourd'hui, être auxiliaire de vie pour des sociétés privées ou associations, justement, ces entreprises sont défiscalisées. Le gouvernement, via le département, a augmenté
le taux horaire afin de valoriser les emplois des auxiliaires de vie, d'accord, d'un montant de 5 ou 6 euros, me semble-t-il. C'est-à-dire que le tarif horaire était au préalable de 17 euros, il est passé à 22 ou 24 euros, je ne sais plus. Les auxiliaires de vie, à ce jour, perçoivent allègrement 37 centimes d'euros de plus en taux horaire. Exactement. Et en plus, elles ont des conditions de travail très difficiles. C'est ça. Avec des trajets longs, avec des cadences très compliquées. Et ça m'amène à aborder un autre volet de notre projet, qui est la création d'un service public d'accompagnement de la perte d'autonomie. Justement, pour que les personnes qui agissent dans ce domaine-là aient un métier valorisé et considéré à sa juste valeur, et qu'également les familles soient en mesure de pouvoir répondre aux besoins, notamment de leurs proches. Donc ce service public, il aurait une vocation transgénérationnelle, c'est-à-dire qu'il permettrait l'accompagnement des jeunes enfants dès le plus jeune âge, et notamment avec la prise en charge dans les écoles maternelles. Vous savez qu'aujourd'hui, et notamment... Vous parlez du handicap. Je commence par le BABA. Je vous parle du projet que l'on porte, du service d'accompagnement. Ok. Donc, il concernerait d'abord les familles avant la prise en charge par l'école des enfants. Vous savez qu'aujourd'hui, dans nos territoires ruraux, faire garder ses enfants en crèche, c'est très compliqué, il n'y a pas assez de place. À domicile, il n'y a pas assez de place non plus. Et donc, les familles sont démunies. Et c'est souvent un frein au retour à l'emploi aussi, pour les mamans ou les papas qui restent à la maison. Donc, ce service, il servirait à ça. Ensuite, il accompagnerait les enfants en situation de handicap. Et il s'avère que, pour bien connaître le dossier, pour être personnellement concerné, il y a de plus en plus d'enfants qui, et c'est normal, c'est une évolution de notre société, sont reconnus par la maison départementale du handicap, notamment pour des troubles de l'attention, d'hyperactivité, et ils ont besoin d'un accompagnement scolaire parce qu'ils ne se retrouvent pas... Spécifique. Oui, ils ne se retrouvent, enfin, on ne peut pas, ils ne se retrouvent pas dans le fonctionnement actuel de l'école, et donc, là aussi, il faut 2 ans pour faire prendre en charge l'enfant. Ce sont des commissions sur commissions. C'est ça, il faut aller voir des experts, des spécialistes. Dont le gamin qui est au CM1, tout d'un coup il est en 6e, on n'a toujours pas abouti les dossiers. Enfin, c'est va pas. Donc ça, il faut le faire évoluer. Puis ensuite, ce service s'occuperait de prendre en charge l'adulte handicapé. Oui. Parce que là c'est pareil, les places en maison d'accueil spécialisée ou en IME sont aujourd'hui insuffisantes, et puis encore une fois, les personnels soignants qui y sont ont des conditions de travail difficiles et sous-valorisées. Mais il y a aussi les personnes handicapées qui vivent chez elles. Exactement, ce serait une globalité. Hein. Ouais, ok. Pour je tiens à le préciser, oui, parce bien que ça sûr, existe. Bien sûr. Ce service public, il aurait bien sûr, il aurait une vocation globale pour aider toutes ces personnes-là qui sont en difficulté. Un vrai service public solidaire. Et puis enfin, il accompagnerait les familles dans la prise en charge du grand âge, et notamment dans le maintien à domicile, pour éviter que l'EHPAD soit la seule solution. Ouais. Et qu'on puisse maintenir à domicile les personnes le plus longtemps possible. Et on rejoint le début de notre question avec toutes ces personnes qui accompagnent les personnes qui restent à domicile et qui doivent avoir des conditions de travail normales. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas normal. Ah non, entre le salaire, les cadences, la difficulté du travail, je mesure pourquoi plus personne ne veut faire ce travail-là. Mais c'est exactement ça. Alors que le gouvernement a fait un effort, le département aussi. Exactement. Et en fait, ce sont toujours les mêmes qui se mettent tout dans la poche. Exactement. Et celui qui fait le job au final n'est même pas visible. Enfin, voilà. Ouais, exactement. Et on a un peu le même sujet avec le monde agricole. D'accord. On en parlera sans doute tout à l'heure avec les idées que l'on développe sur... Ouais. Oui, on va y venir. Bon, mais d'accord, alors je ne vais pas plus loin. D'accord. Alors, donc, où en étions-nous? Parce que nous sommes partis loin. On parlait des retraites, en fait. Les retraites, donc... C'est ça. Ouais. Donc, alors les retraites. Alors voilà, il y a la revalorisation du minimum vieillesse qui me semble indispensable, mais je l'ai dit tout à l'heure dans le pouvoir d'achat. J'étais hier, je crois, sur le marché de Lamalou-les-Bains, et où j'ai été interpellé là par 3 personnes âgées, des retraités, qui m'expliquent que elles ont toutes les 3 entre 600 et 700 euros par mois.
Ouais. Mais c'est juste impossible de vivre avec 600 ou 700 euros par mois. Et Ouais. donc elle m'expliquait qu'en fait elles ne font rien. Elles vont un peu au marché acheter 3 fruits et légumes. Et il y en a même une qui décrivait qu'elle avait l'impression de ne plus manger à sa faim. Donc Mais c'est super inquiétant. certainement, quoi. Ouais, Certainement. Et certainement, oui. Certainement. Et les autres me faisaient remarquer que heureusement qu'elles avaient leurs enfants. Et je me dis que la société que je conçois, c'est les parents qui aident les enfants. Ouais. Puis les enfants, il faut les proposer. Et puis, il n'y a pas besoin qu'à un moment... Qu'il y a un retour. Alors que ces enfants, qui eux-mêmes sont devenus parents, aident leurs enfants, doivent aussi aider leurs aînés. Donc le minimum vieillesse est indispensable. Et pour revenir donc sur la question des retraites, ce que l'on plaide, nous, c'est le rétablissement des critères de pénibilité qui ont été supprimés, entre parenthèses, lors de la dernière mandature, par le dernier gouvernement, pour que le départ à la retraite se fasse de manière échelonnée en fonction du travail que l'on a. Par exemple, un maçon qui vit sur un échafaudage toute sa vie, dans le froid, le soleil, sous la pluie, qui porte des charges lourdes, ben lui, sans doute qu'il faut qu'il parte à 58 ans, par exemple, ou 57, ça réfléchir, à discuter avec les partenaires sociaux. Et puis que le gars qui, comme moi, travaille dans un bureau climatisé, et chauffé, ben, peut-être que je peux partir à 62, 62 étant l'âge maximum dans lequel nous partirions. Alors, je vais vous poser une petite question. Quel est le montant d'une retraite d'un député ? Alors, c'est une bonne question. Je n'en ai strictement... Et non, vous n'êtes pas en retraite. Aucune idée. Et pas encore député. Je suis député ni à la retraite, alors je n'ai strictement aucune idée. En tout cas, c'est pas ce qui motive ma candidature. Non, mais c'est pas pour ça que je vous la posais, c'est parce qu'il y a un décalage tellement énorme. Alors, si je ne raconte pas de bêtises, et vous allez vite voir où je veux en venir, les députés, parfois... sont dans leur fonction durant 6 mois, sauf qu'ils touchent une retraite à vie qui est d'un montant, pour nous, exorbitant. Alors je ne sais pas si quand même ça n'a pas été modifié, lors de la mandature Hollande même, je crois. Ah ouais. Mais effectivement, c'était comme ça avant. Voilà, c'était comme ça avant. Donc quand on voit qu'on a des gens qui arrivent à 600 € de retraite pour avoir travaillé toute une vie... Oui. Peut-être que le gouvernement pourrait faire un effort et enfin, il y a des choses qui sont incompréhensibles. Alors même si ces gens-là ont fait de hautes études, etc., moi je pense pas que ce soit juste et égal pour tous. Non. Voilà. Clairement. Et ça fait combien d'années qu'on a des députés qui touchent leur retraite à je sais pas combien, et les femmes de président, et les... Donc les élus, les députés notamment, mais les sénateurs aussi doivent être... ou les ministres, également, peu importe, j'ai ouais. aucune idée de... Mais ils doivent être dans un régime comme les autres. Et en proportion, on est élu 5 ans, on cotise 5 ans, et... Voilà, c'est ça. On a cotisé tant de temps, on a le droit à tant de temps de retraite par rapport à cette cotisation. Pour chacun, une équité, non ? Exactement, et ça mène une réflexion quand même sur le statut de l'élu. Parce qu'on se rend compte... qu'aujourd'hui, il y a un peu une désaffection de la fonction élective, notamment dans nos territoires ruraux où le mandat de maire est pas toujours... en tout cas, il n'y a pas une multitude de candidats pour le remplir. Alors, il y a l'histoire des responsabilités, etc., mais il y a aussi le fait que quand on s'engage dans une mairie, c'est un travail quasiment à temps plein, et que donc on s'éloigne de son emploi originel. Ouais. Et comme pendant ce temps de mandat, alors 5-6 ans, on s'éloigne, le retour à l'emploi est super compliqué. Et donc je mesure aussi, pour en parler avec des citoyens qui voudraient s'engager, ils disent, mais nous, si on perd 6 ans, d'abord dans notre entreprise, on ne voudra plus, on sera complètement largué. Et donc, pour aussi ramener le citoyen vers le travail de représentativité, que ce soit local, départemental, régional, il faut aussi qu'on fasse évoluer ce statut de l'élu. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'il y ait un accompagnement, par exemple, sur la formation professionnelle pendant le mandat, de manière, quand on quitte son emploi, par exemple, d'enseignant, qu'on puisse revenir. Parce qu'en fait, vous quittez, durant ces années-là, votre emploi. Suivant la taille de la collectivité dans laquelle vous êtes, oui. Alors moi, j'ai la chance de pouvoir faire les deux, mais c'est un choix. C'est un choix sur la vie familiale. Je travaille beaucoup le samedi, le dimanche, le soir. Alors du coup, là, vous avez un job, vous êtes maire, vous souhaitez être député. Oui. À quel moment vous vivez ? L'avantage du mandat de député, c'est qu'il va me contraindre d'arrêter les autres fonctions.
Ah, d'accord. C'est-à-dire que je ne serai plus maire, puisque de toute façon c'est aujourd'hui incompatible. Et puis pour pouvoir remplir pleinement ce mandat, ça s'exerce à 200%, donc j'arrêterai mon activité professionnelle pendant la durée du mandat. Ok, très bien. Donc pas de cumul de mandat? Non. Ça n'existe plus ou ça existe encore? Alors ça n'existe plus quand on est député en tout cas. D'accord, très bien. On va passer au... Ce qui aussi pose une question sur la déconnexion des députés qui ne seraient plus engagés dans le local. D'accord. Parce que c'est ce qui commence à apparaître là. On n'a pas beaucoup de recul sur ça, parce que c'est des réformes assez récentes, mais l'avantage du député maire, et d'ailleurs les réflexions en cours sont de se dire que peut-être qu'il faut le ramener possible pour les petites communes, ça permettait quand même de rester à portée d'engueulade dans la rue et d'être au contact de ses concitoyens. Alors que quand on passe des semaines entières à Paris, comme certains députés, on oublie vite la province qui nous a élus. C'est une parenthèse. Ouais, merci. On va passer au point numéro 3, si vous le voulez bien, renforcer notre sécurité. Donc, qu'est-ce que vous voulez nous dire par là? Je veux dire par là que il y a une évolution de notre société que l'on ne peut pas contester parce qu'on la constate. Tout à l'heure, je disais que j'ai été élu donc depuis 1995, et à cette époque-là, dans mon petit village et dans le petit village autour, il n'y avait pas d'incivilité, il n'y avait pas de dégradation, il n'y avait pas de conflit de voisinage, il n'y avait pas de problème de cabanisation, il n'y avait rien de tout ça. Et puis, au fil du temps, j'ai été obligé de créer une police municipale. Parce que, au quotidien, mes administrés me faisaient remarquer que ils n'arrivaient plus ou ils ne supportaient plus qu'on leur dégrade leur voiture devant leur maison, c'est curieux. Voilà. Bon, enfin, tout ça. Ouais. Et donc, en parallèle, dans les zones plus urbaines, on s'est rendu compte que nos jeunes, et ils nous le témoignent souvent, sont souvent au moins verbalement agressés dans la rue. C'est pareil pour les femmes. Oui. Cette violence verbale qui peut exister dans la rue, c'est intolérable. Et donc moi, je considère que l'État, dans ce qu'il a de plus régalien, doit garantir la sécurité de tous. Et cela, ça passe par le maintien en proximité des gendarmeries et du gendarme en nombre, et en leur donnant les moyens de travailler. Ce que je veux dire par là, c'est que ma commune qui était chef-lieu de canton, il y avait une gendarmerie, il y avait une trésorerie, il y avait tous les services publics, et puis petit à petit, tout ça a disparu. Aujourd'hui, il y a des communautés de brigades qui sont regroupées, souvent dans le bourg-centre du territoire, par exemple pour nous à Bédarieux, et que le nombre de gendarmes a diminué. Qu'en plus ces gendarmes, ils ont souvent des vieilles voitures, parfois pas en état de rouler, qui travaillent parfois avec leur matériel personnel, leurs ordinateurs. Et donc ils n'ont pas vraiment les moyens de remplir ce qu'ils faisaient à l'époque sur le terrain, les missions de renseignement, de proximité avec les citoyens, etc. Et donc moi je plaide pour que l'État soit le garant de ça, qu'on remette des gendarmes en proximité des policiers, et que les collectivités locales se consacrent avec leur police municipale au rôle qui est le leur. La protection de l'environnement, le rôle de police municipale dans le cadre des pouvoirs de police du maire. Mais vous parliez d'une police de proximité, c'est ce qu'était la police avant, une police de proximité et ce que l'on appelle des gardiens de la paix. Oui. Aujourd'hui, on a l'impression que ça n'existe plus. Exactement. Alors, on a juste une police répressive. Ce concept d'îlotage, c'était un concept qui avait été porté pendant des années par la gauche et puis qui a été supprimé après par le gouvernement Sarkozy et qui a éloigné, alors, dans les zones urbaines, la police du citoyen, et notamment dans les cités, et qui fait qu'aujourd'hui, il y a des zones de non-droit. Et c'est ça que je veux qu'on change. Ouais. On avait avant ce que l'on appelait les îlotiers. Exactement. C'était vachement bien, les îlotiers. C'est exactement ce que je décris. Voilà, et aujourd'hui on demande aux gendarmes ou aux policiers de ne pas rencontrer la population, dès qu'ils sont là un petit peu trop longtemps, pouf, on les envoie ailleurs. Et c'est pire que ça, c'est que finalement une partie des enquêtes, si je peux dire ça comme ça, est aussi en conséquence accompli par les polices municipales ou les gardes champêtres. Oui. Et donc, moi je considère que la fonction de sécurité et justice, c'est une fonction régalienne qui doit être accomplie par l'État. Et donc ça nous amène aussi une réflexion sur la justice. Là aussi, il faut que l'État donne les moyens de nos ambitions. On disait souvent que
qu'on jugeait l'état d'une démocratie à l'état de ses prisons. Ce qui est vrai. Ce qui est très vrai. Sauf qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'en plus des prisons, l'éducation, ça marche plus. En fait, tous les services publics ne fonctionnent plus. Mais pour en revenir à la justice, les délais de procédure sont énormes. Parfois, il faut 2 ans. Et puis souvent, sur ce que je décrivais tout à l'heure comme petite incivilité, les magistrats classent sans suite ou n'ont pas les moyens de faire appliquer la peine qu'ils décideraient. Et donc ça aussi, c'est un frein au bon fonctionnement de notre société. Parce que la petite délinquance qui a lieu, les gendarmes font l'enquête, ça va devant le procureur, et puis et devant le juge, et puis par le fait de la charge administrative qu'ils ont et les moyens qui ne sont pas en proportion, on n'arriverait plus à répondre à ce besoin-là. Il n'y a pas, à mon sens, il n'y a pas que les moyens qu'il faille réformer. Il y a aussi une justice pour tous. Mm-hmm. Est-ce que vous ne pensez pas que nos hommes politiques ont parfois quelques casseroles et qu'ils ne devraient pas se trouver au gouvernement tant qu'il y a une affaire en cours? Parce que vous êtes censé être irréprochable, enfin être comment on appelle ça, on doit pouvoir se projeter sur vous, enfin se dire, voilà, ce monsieur est honnête. Tant qu'une affaire est en cours, ils n'ont rien à faire au gouvernement. Alors, à mon sens. Il faut faire attention sur les affaires en cours parce que la force de notre... Je n'en cite aucun. Non, mais moi non plus. C'est un principe que je pose. Ouais. Les affaires en cours, un des principes de notre République, c'est quand même la présomption d'innocence. On est d'accord. Et donc, tant qu'on n'est pas condamné, a priori, on est innocent. C'est le premier point que je veux dire. Justement, la justice pour tous n'est pas pour tous la même là-dessus. Que l'on soit citoyen ou au gouvernement. Enfin, c'est ce qu'il semble être. C'est ce qu'il apparaît être. Tant qu'on est innocent, on n'est pas coupable. J'insiste un peu sur ce point. Sur ce point parce que c'est assez facile de mettre en cause quelqu'un aujourd'hui. C'est pas faux non plus. Et donc, donc c'est assez facile de lancer une procédure qui permettrait, je dis n'importe quoi, moi demain je vais déposer plainte parce que vous m'avez volé ma voiture. Ouais. Bon, normalement, je devrais pas le faire. Non, mais d'accord. Et ce sera faux, ce que je veux dire. N'empêche qu'il va y avoir une procédure, une enquête, et alors pendant ce temps-là, vous êtes inéligible. On voit bien que ça peut pas marcher. En revanche, mais je crois aussi que la sagesse des juges et des tribunaux, c'est le proposé aujourd'hui. Quelqu'un qui a été condamné fait souvent l'objet d'une condamnation à une inéligibilité. Et en tout cas, la justice doit y veiller, de manière à ce que quelqu'un qui a été condamné, notamment pour un fait qu'il aurait pu faire dans l'exercice de ses fonctions électives, ne puisse plus effectivement avoir un mandat d'élu. Alors justement, il y en a pas mal là qui ont des affaires en cours dont on n'entend plus jamais parler. Et on se dit que nous, simples citoyens, ça n'aurait pas été aussi simple pour nous. Je ne suis pas sûr. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je reviens sur la notion d'affaires en cours. Okay. Ce que je veux dire, pour répondre à cette question-là précisément, qui concerne les citoyens tous les jours, parce que c'est juste insupportable que quand on est... je prends l'exemple du vol de la voiture, on mette 3-4 ans, une fois qu'on a identifié les coupables, à les juger. Et donc c'est pareil pour les affaires qui concernent la classe politique. Il y a un fait, il y a une enquête rapide et un jugement rapide. Ça peut prendre 3 ans. Et ça permettra aussi aux citoyens de mieux vivre et d'écarter les brebis galeuses qui sont dans le troupeau. Pour les politiques, je pense. Vous ne pensez pas également que nos prisons sont engorgées de gens qui n'auraient rien à y faire, vraisemblablement, ou très peu? Ou est-ce qu'il ne faudrait pas inventer quelque chose d'autre? Parce que quand on... quelqu'un qui s'est heurté à un policier, vous allez me dire c'est grave. Oui, c'est grave. Mais qui se retrouve avec un mec du grand banditisme, ou un violeur, ou un tueur. Oui, alors il n'y a pas une erreur. En tout cas, alors il y a plusieurs volets dans la réponse. Effectivement, nos prisons sont surpeuplées. Et ça aussi, c'est pas digne de ce qu'est la France. Ce qu'on propose, nous, ce sont les peines alternatives. Et le renforcement et la multiplication de ces peines alternatives, parce qu'effectivement, tout le monde ne doit pas nécessairement être en prison, mais doit quand même avoir une peine dès lors qu'il a commis un acte délictueux ou répréhensible. Et j'ajoute dans ces peines alternatives le fait qu'on doit aussi accompagner ces personnes-là
pour éviter la récidive, donc c'est-à-dire les former, les réinsérer, leur permettre d'avoir un emploi et de revivre, de refaire société avec le reste de la nation. Donc c'est une vraie réforme en profondeur de la justice qui va, des moyens donnés aux enquêtes judiciaires, aux gendarmes et aux policiers, aux juges et aux procureurs pour instruire rapidement et juger rapidement, et puis dans le volet qui suit, l'accompagnement, notamment des petites peines. Mais c'est compliqué de retrouver un job, justement, quand on est fiché. Ben, c'est pour ça que je dis que c'est une histoire de point de vue. Ouais. Dès lors que l'on décidera tous ensemble de proposer plus de peines alternatives, de proposer un accompagnement à la formation et retour à l'emploi. Parce que, détrompez-vous, il y a plein d'entreprises qui prennent des gens qui ont été condamnés. Et ça marche souvent bien parce qu'on a le droit à l'erreur aussi. Bien sûr. Et donc, dès lors que l'on montrera que l'État est derrière, les collectivités sont derrière, et que ça marche, parce que ça marche, les exemples qu'on a, on sait que ça marche, ben, ça permettra à tous de revenir dans la vie citoyenne normale. Merci de ces réponses. Bon, on a un peu débordé sur la question justement de la sécurité qui est un peu plus loin, mais c'est pas grave, on n'y reviendra pas du coup. On va passer à offrir une santé pour tous. Exactement. Voilà. Alors, si vous voulez bien nous expliquer un petit peu ce point. Ce point-là, dès lors qu'on aura réglé le problème du pouvoir d'achat début juillet, Oui. Évidemment je caricature en disant ça, mais à peine, le deuxième point sur lequel on va s'attaquer, c'est la santé pour tous. Aujourd'hui, on a fait le choix début des années 80, dans une vision un peu technocratique, j'ai envie de dire, des années 2000, pardon, pas des années 80, de se dire qu'en supprimant l'offre de médecins, on supprimerait la demande. Erreur. Non, mais bon, des fois, c'est vrai. S'il n'y a pas un produit, on ne l'achète pas, évidemment. Sauf que la santé, ça ne marche pas comme ça. Voilà. Et donc, depuis le début des années 2000, le nombre de médecins n'avait pas augmenté. Et on arrive dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, qui est, il n'y a plus de médecins pour nous soigner. Et s'ajoute à ça aussi un déficit d'infirmiers et de tout le personnel soignant, qui en plus a été mis à mal dans la crise Covid, qui pour une partie ont des conditions salariales qui ne correspondent pas non plus à l'emploi qui tiennent. Donc les propositions que nous formulons, c'est d'abord de former, parce qu'on a supprimé le numerus clausus, mais il n'y a pas plus de place à l'université, donc ça ne change pas grand-chose. Donc c'est de vraiment permettre une formation de 10 000 nouveaux médecins par an, et de 20 000 infirmiers, de manière à pouvoir réinonder le besoin qu'il y a à la fois dans l'hôpital public, dans les cliniques et puis dans le monde libéral. Pour permettre ensuite de combler les déserts médicaux en imposant dans les dernières années d'études et premières années d'installation à ces médecins de venir dans les déserts médicaux, et notamment en proposant. En imposant. Ah, pardon. Oui, pardon, oui, parce que en là, imposant, du coup, c'est plus la même. Et non, oui, Okay, en imposant. Ouais. Et d'ailleurs, je rajoute sur ce volet-là que, à mon sens, il faut, ce que je décris là, c'est un peu sur le moyen terme, disons, mais qu'il faut un plan d'urgence aussi pour qu'on le fasse très très rapidement. Quand je parle d'urgence, c'est qu'il faut que ce soit réglé fin 2022, début 2023. Et sans doute qu'il faudra qu'on propose à des internes de venir exercer avec un médecin senior dès la fin de cette année. Voilà, pour permettre à tous d'avoir un médecin pour se soigner. Et moi, par exemple, à titre personnel, j'ai plus de médecin traitant. Donc, c'est quand même... et je sais que j'ai plein de concitoyens dans ce cas-là. C'est quand même pas normal. Ouais. Et je ne vous parle pas ensuite des difficultés qu'on a pour prendre... des rendez-vous chez les spécialistes, etc., où il faut parfois 6 mois pour un dermatologue. C'est ça. C'est juste impossible. Ouais. Donc, la santé, c'est un volet qui doit faire l'objet d'un plan d'urgence dès cet été. De manière à ce qu'on puisse la rendre accessible à tous, et aussi de manière un peu pragmatique et adogmatique, c'est-à-dire que il faut s'adapter aux contingences du territoire. Il y a des endroits où le fonctionnement libéral dans des cabinets libéraux classiques, ça fonctionne bien. Il y a des endroits où il y a des libéraux dans des maisons de santé pluridisciplinaires qui sont aussi un vrai atout, parce que ça permet de mettre en lien et en synergie des personnels soignants autour d'une maison de santé, et ça fonctionne bien. Il y a des endroits où peut-être... Il y en a une sur Saint-Pons-de-Thomières. Oui, il y en a une sur Saint-Pons, il y en a une au Bousquet d'Orbe, voilà, ça marche plutôt bien. Il y a ensuite les maisons de santé où peut-être il faudra que l'on salarie des médecins, parce qu'il y a aussi une appétence pour ça. Et dans ce cas-là,
ce que je proposerais, c'est qu'il faut que ce soit l'État qui soit le garant de ça, parce que la santé publique, c'est aussi une affaire d'État. Ouais, c'est aussi une affaire d'État. Et donc, si on doit, à un moment, pour aller dans une zone très précise, parce qu'il n'y a plus de médecins, salariés de médecins, il faut que ce soit l'État qui accompagne ce salariat. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire pour rendre cela attractif, sans parler d'argent? Parce que ce qui fait peur à ces jeunes médecins, c'est se retrouver en ruralité, dans des trucs paumés. Ça n'est plus la ville, il n'y a plus de spectacle. C'est un petit peu comme ça qu'ils imaginent les choses. Alors oui et non, mais il y a plusieurs volets de réponses qui fonctionnent, ces expériences de terrain. D'abord, on peut s'appuyer sur les structures qui existent. Par exemple, les hôpitaux locaux. Oui. Qui ont été un peu vidés. Alors ça n'empêche que ça permet à un médecin qui arriverait ou qui fait une formation en ville ou qui est un urbain de venir à l'hôpital de Saint-Pons dans une structure qui existe avec des personnels où il sait qu'il ne sera pas seul. L'idée de la maison de santé pluridisciplinaire, c'est ça. L'exemple que je connais bien, c'est celui que j'ai participé à créer au Bousquet d'Orbe, où on a créé la maison, c'est-à-dire l'outil physique, et dans lequel petit à petit on a embauché des médecins. Et eux disent, mais nous on est très contents parce qu'on est d'abord une équipe avec les infirmiers et les kinés, mais en plus on est une équipe de confrères médecins. Et parfois sur des diagnostics on peut aussi partager. Mm-hmm. Et on ne se sent pas seul. Ensuite, sur le volet de dire qu'ils n'ont pas accès à la culture, c'est pour ça aussi que je pense que d'imposer en fin d'études et en début de carrière de venir en ruralité, ça marche. Et les exemples que je cite, c'est ça. Ce sont des jeunes qui sont arrivés de la ville avec un a priori. Ouais. Et puis finalement, quand ils arrivent là, on y vit nous. Donc c'est quand même. C'est qu'on peut y vivre. C'est quand même sympa. Et donc ils se rendent compte que oui, que c'est sympa, que leur femme ou leur mari trouvent du travail, que les gamins sont contents là, et que pour l'accès à la culture, il y en a aussi. Il y en a aussi. Et puis Montpellier, c'est pas loin. C'est pas très loin. Béziers non plus. Et en plus chez nous, elle est d'aussi bonne qualité et parfois moins onéreuse. Exactement. Et donc finalement, ils s'installent et ils restent. Et j'en connais au moins 2 jeunes médecins là qui en fin d'études sont venus s'installer chez nous à la campagne, si on peut dire, et ils sont très contents d'être là, ils restent. Donc, faut faire attention aux lieux communs en généralité, et chaque cas doit être étudié en fonction des particularités locales avec pragmatisme. Et ce qui se passe à Nissan-les-Anserrunes, aux portes de Béziers, c'est pas ce qui se passe à Saint-Bon, c'est pas ce qui se passe à Aulargues, et donc chaque cas doit apporter la réponse adaptée à son territoire. Merci. On va passer à prioriser la prévention contre les maladies chroniques. Oui. Prioriser, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est pareil. On fait souvent dans le domaine de la santé, on réfléchit souvent au curatif. C'est-à-dire, vous êtes malade, on vous soigne. Ouais. Mais comme dans beaucoup d'autres secteurs d'activité, on délaisse la prévention parce que parfois on en mesure mal la conséquence économique. Et moi je crois que pour lutter aussi, pour que nos concitoyens vivent mieux, il faut vraiment qu'on développe des vraies politiques préventives de santé publique. Et je pense notamment à la lutte contre le diabète, maladie chronique qui touche de plus en plus de personnes. Et c'est aussi parce qu'on va expliquer aux gens comment il faut manger différemment qu'on peut y arriver, faire du sport. C'est aussi la lutte contre l'obésité. Pareil, manger mieux, faire du sport. Et d'ailleurs, le programme de maison de santé, sport et santé là, qui a été lancé, c'est une très bonne chose et qu'il faut amplifier sur l'ensemble des territoires pour que chacun, accompagné par un médecin, par un opérateur sportif, puisse avoir un accompagnement pour lutter justement contre toutes ces maladies chroniques. Mais très fréquemment, on peut remarquer que sur ces campagnes, on a un arrière-petit goût de culpabilité. C'est ça qu'il faut éliminer, je pense. En tout cas, il faut faire accepter à tous que c'est aussi de se soigner que de faire de la prévention. C'est déjà se soigner. Oui. Ouais. Mais sans passer par le volet culpabilité. C'est ne pas leur dire t'es gros, c'est pas beau, parce que ça peut être une maladie. C'est pas juste je mange trop. Ça peut être une conséquence de maladie. Tu fumes, c'est pas bien. On le sait, merci. On aimerait avoir des solutions pour s'arrêter, qui soient pas juste un petit patch, mais quelque chose peut-être de plus magique, ou des gens plus convaincants. C'est vrai qu'on sait qu'on coûte à la société. On en est tous conscients. On en est tous aussi conscients. Ce qui fait société, c'est parce que l'État il est garant. Fallait pas nous les vendre ces fichus clopes, vous voyez. Mais par exemple, le tabac, bien sûr que c'est une cause, bien sûr. Et puis on est dans la culpabilité en permanence. D'ailleurs, j'ai vu que vous fumiez trop. Ouais, mais je sais que je fume.
Je sais que je se faire violence entre deux interviews, d'accord. Deux interviews. Bon, il faut les faire plus longues alors, les interviews. Ouais. Et donc voilà, je pense que ce qu'il faut, c'est comment amener ça aux citoyens et comment le cibler, comment le toucher, sans passer par la case culpabilité. Parce que je pense pas qu'on arrive à quoi que ce soit. Non, mais si, mais en fait, le principe de la maison de santé, par exemple, c'est que sport santé. Ouais. C'est que vous allez voir votre médecin et que lui vous dise bon, t'es sujet au diabète par exemple, ou t'as pris du poids, il faut vraiment faire quelque chose, et donc je te prescris d'aller voir les accompagnants sportifs de la maison sport santé qui est sur le territoire, pour qu'avec eux, qui sont des professionnels, avec moi, c'est quand même encadré par médecin quand même. Ouais. On définisse un programme d'action sur la nourriture, l'activité physique, qui parfois part simplement de la marche, de manière à faire de la vraie prévention. Et je pense que l'entrée par le médecin traitant, c'est la solution pour ne pas culpabiliser justement. Ok. Et alors, du coup, on parle de prévention, l'après-maladie, ça c'est le désert aussi. C'est un peu pareil. Parce que ça existe. Oui, bien sûr. Voilà. Alors oui, ça existe, et je vais parler un peu des soins de suite, mais avant je veux revenir quand même sur l'installation aussi des médecins là, et sur le fait de se sentir isolé. Je voudrais rappeler aussi une politique publique qui a été mise en œuvre dans le département. Par le département, parce que ça concerne les équipes de sapeurs-pompiers, que c'est une compétence départementale, mais qui a souhaité que l'on maintienne un maillage territorial fort. C'est-à-dire qu'il y a des casernes de sapeurs-pompiers sur tous les villages, ouais, à peu près, ouais. Et que ces sapeurs-pompiers, on a bien de la chance alors. On en a un ici qui est présent parmi nous. J'écoute. D'en avoir peut-être même deux dans la pièce. Ah, ce sera pas moi. Non, c'est pour ça que je fais ça. Et donc ces équipes, ce service public là, des sapeurs-pompiers, il intègre aussi en son sein des infirmiers libéraux, infirmiers d'EHPAD, infirmiers d'hôpital, qui ont une formation spécifique à l'urgence préhospitalière. Oui. Et donc ils peuvent accomplir des gestes qu'un infirmier qui n'est pas formé et qui ne le fait pas dans le cadre des sapeurs-pompiers avec le SAMU ne peut pas faire. Par exemple, l'injection d'adrénaline pour l'arrêt cardiaque, pour l'AVC. Et donc, pour l'installation d'un médecin jeune qui arriverait, c'est très important, parce qu'il sait là que s'il y a une difficulté majeure, il ne sera pas seul. Il sait que dans 5 minutes, il y a une équipe constituée de 3 secouristes, un infirmier qui peut arriver, et ça l'intègre dans une grande chaîne du soin et du secours, ouais, qui lui permet de s'installer plus en sécurité. Et d'ailleurs, je vous fais remarquer que pour vivre dans un village rural, quand de nouveaux habitants arrivent, ça fait partie des premières questions qu'ils posent. Est-ce qu'il y a des secours et comment et à quelle distance? Est-ce qu'il y a un médecin? Et pour ceux qui ont des enfants, est-ce qu'il y a un enfant? Est-ce qu'il y a une école? Donc ce maillage territorial que l'on peut porter, et là aussi ce sont des politiques publiques volontaristes qui le permettent, ça permet aussi de renforcer, de ramener la santé pour tous sur nos territoires. Le volet de la question que vous souhaitiez que l'on évoque, c'est le soin de suite, c'est ça? Oui. Non, le soin après. Ouais, après l'hospitalisation. Après la maladie. On fait la prévention. On fait de la prévention. Oui. On soigne. On est malade, voilà. Et il y a l'après. Alors, il y a deux choses. Il y a l'accompagnement, il se trouve là, dans la maison sport santé que je décris. Parce que vous avez un continuum avec le médecin qui vous a suivi dès le début, qui vous a traité et qui vous suit pendant cette phase de réadaptation, si on peut dire, ou de maintien, dans la continuité. C'est pour ça qu'il faut développer ces maisons-là. Et ensuite, il y a le soin que l'on doit apporter après l'hospitalisation. Mmh. Là aussi, c'est un peu comme pour les médecins. On a fait le choix pendant des années de se dire la chirurgie a évolué, il n'y a plus besoin de rééduquer les patients. Et donc, les lits de réadaptation ont disparu. Et nous, dans notre secteur, on est bien placé pour en parler. Il y a la Malou-les-Bains, qui est pour le phare du soin de suite et de réadaptation, ou de médecine de suite aujourd'hui, parce qu'il faut aussi que dans l'esprit, les noms changent.
Et petit à petit, l'hôpital militaire a fermé, le centre Bougers a fermé. Aujourd'hui, on se pose des questions sur d'autres pour les maintenir. Parce qu'il y a aussi eu un choix de politique publique de se dire, finalement, on se fait opérer, le lendemain on marche, on rentre chez soi. C'est pas ça. Quand on s'est fait opérer, il y a un accompagnement dans ces centres hospitaliers ou ces cliniques, qui est un accompagnement physique, pour apprendre à faire fonctionner son bras, son dos, ses jambes. Mais il y a aussi un accompagnement psychologique qui est très important. C'est de ça dont je parle. Parce que quand on a été malade, on n'est plus comme avant, après. Et il faut accepter. Et donc, minimiser l'effet psychologique alors, de ces structures d'accueil globales, mais quand on n'a pas besoin de la structure d'accueil, des kinés qui font ce travail-là et des services d'accompagnement qui peuvent le faire, c'est une grosse erreur. En tout cas, ça a été une grosse erreur des 20 dernières années passées qu'il faut corriger. Il faut permettre aux gens, parce que ça permet aussi à leur famille d'être soulagés. Quand vous avez quelqu'un qui a été opéré du bassin, par exemple, qui est en fauteuil, il faut s'en occuper tout le temps. Enfin, il faut juste qu'il y ait des lits hospitaliers ou dans des cliniques pour pouvoir les accueillir. Et puis, comme ce sont des équipes professionnelles et pluridisciplinaires, il y a effectivement l'accompagnement psychologique qui est essentiel pour la guérison. Absolument. Vincent, je vais vous laisser prendre la parole, sachant que nous sommes 12h32, il nous reste 15 minutes. 15 minutes ? Allez, c'est bon, je vais faire la plus brève dans les réponses alors. Très bien. Allez. Parlons donc préservation de la planète, du climat et de la biodiversité. Rapidement, vous dites vouloir soutenir des pratiques agricoles pour préserver la biodiversité. Quelles pratiques agricoles en question et comment les soutenir ? Alors je pense que le garant de la souveraineté alimentaire de nos concitoyens français, c'est l'État. Pour cela, il faut qu'on soit capable de fournir l'ensemble, sur le territoire, l'ensemble des biens de première consommation agricole, je parle, dont on a besoin. La proposition que nous faisons, c'est d'accompagner les agriculteurs sur de nouvelles pratiques. Alors de nouvelles pratiques de culture, c'est-à-dire pas le tout intensif comme on peut le connaître dans certaines régions de France où on fait de la monoculture à parfois des vocations de vente à l'extérieur du pays. Nous on pense qu'il faut que chaque région produise en local ce qu'elle est capable de produire. Donc par exemple nous on a la viticulture mais on a aussi des questions autour des primeurs et qu'on accompagne les agriculteurs aussi dans le changement climatique. Aujourd'hui par exemple dans la viticulture on se pose beaucoup de questions sur comment faire avec la hausse des températures, le fait qu'on n'aura plus d'eau pour l'irrigation, est-ce qu'on crée de nouveaux cépages, est-ce qu'on réglemente l'irrigation, c'est-à-dire il y a des pratiques qui font qu'aujourd'hui on plante, on arrose, et puis il y a d'autres viticulteurs qui disent non, il faut planter et puis on arrosera à 3-4 ans quand le système racinaire sera fait. Donc tout ça il faut pouvoir l'accompagner et puis il faut donc permettre une vraie recherche aussi agronomique sur les nouveaux plans et les nouveaux modes de culture. Et ça se fait, et à Montpellier, on est bien placé pour le vivre, puisque on a quand même des laboratoires en pointe de ce point-là qui peuvent expérimenter sur le terrain. L'autre volet pour défendre cette agriculture, c'est de créer des contrats de filière, comme ça existe par exemple à la Salvetat, vous le savez bien, pour la forêt, où on oblige le distributeur à acheter à un prix raisonnable. Quand je dis raisonnable, c'est correct pour qu'ils puissent en vivre. Aujourd'hui, malgré la loi Egalim et la loi Egalim 2, nos producteurs sur le territoire nous disent on n'y arrive pas, quoi. Donc c'est sûr qu'il y aura, quand on prendra la retraite, il n'y aura pas de jeunes qui viendront s'installer. Donc que le distributeur soit obligé d'acheter à prix correct à l'agriculteur, si possible en proximité et dans des circuits courts, et vendre à un prix raisonnable aussi aux consommateurs. Mais sans que, comme on le disait tout à l'heure, on en est toujours à ce niveau-là. on en est en tout cas à faire en sorte que celui qui est au milieu, ou ceux qui sont au milieu, n'aient pas les marges qui se font sur le dos à la fois de celui qui produit et de celui qui consomme. Okay. Donc ces contrats de filière, il y a déjà certains grands distributeurs qui sont prêts à les faire, et c'est ce que nous, on souhaite imposer par la loi demain, si on est élu. Ok. D'accord. Comment garantir un juste prix justement aux agriculteurs français vis-à-vis des exportations concurrentielles étrangères ? Des importations, vous voulez dire ? Oui, pardon. En fait, de ce qu'on est. Plutôt des importations. Alors, là aussi, c'est une réflexion que l'on doit avoir, principalement au niveau européen. Aujourd'hui, la politique agricole commune, qui entre parenthèses est devenue
d'une lourdeur administrative suffocante pour nos agriculteurs. Ils nous disent mais on passe plus de temps derrière l'ordinateur à remplir des fichiers administratifs qu'à s'occuper de nos bêtes ou de nos champs. Donc il faut qu'on repense un petit peu cette politique agricole commune pour que alors chaque pays soit capable de produire ce qu'il est en mesure de produire. Peut-être qu'au Danemark, on ne pourra pas faire de la vigne comme on le fait dans le sud de la France, ou des oranges, forcément. Mais que chaque région et chaque pays définisse sa production, avec en priorité une vente locale, et que dès lors que l'on sort de ces frontières, ce soit l'Europe qui soit le garant de l'importation ou de l'exportation que l'on soit faite. C'est une vraie réforme en profondeur de la politique agricole commune que l'on propose. D'accord. Je vous remercie pour cette réponse. Et alors après, pour revenir sur le début de la question, sur la préservation du climat et de la biodiversité, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, on ne peut pas continuer comme on a fait depuis 40 ans. Le jour du dépassement, tous les ans, il recule de 10 jours. Là. Bon, on sera bientôt au mois de mars, on aura déjà consommé tout ce que la Terre peut nous donner. Donc il faut vraiment qu'on remette en cause nos pratiques. Et donc il faut qu'on accompagne l'ensemble de la société à de nouvelles pratiques. Alors c'est valable pour les agriculteurs, notamment dans la lutte contre les produits phytosanitaires, qui sont un vrai problème aussi pour la pollution de l'eau. Et quelques communes de la plaine bitéroise le savent mieux que quiconque. Ce que je veux dire, c'est que donc il faut qu'on ait une politique volontariste au niveau de l'État, pour changer les pratiques, l'eau, mais surtout que l'État soit l'accompagnateur de ces pratiques. Je prends un exemple avec la loi climat. On impose des zones à faible émission en ville. Donc aujourd'hui, dans l'Hérault, il y a Montpellier qui est concerné, demain il y aura Béziers. Ouais. Bon. Et donc du jour au lendemain, on dit, vous qui avez une voiture diesel, si vous n'êtes pas deux, voilà. Et vous qui avez une entreprise, un artisan qui a son petit camion qui roule au diesel, qu'entre parenthèses, on nous a encouragé d'acheter. Moi, quand j'étais jeune, il fallait acheter un diesel. De toute façon, il n'y avait que ça sur le marché, ou presque. On vous dit, vous ne pouvez plus l'utiliser. Donc ça arrive un peu comme un couperet. Faut changer la voiture en 3 ans. Enfin, c'est pas compatible avec nos bourses. Pareil pour les produits phytosanitaires, etc. Pareil pour la gestion de l'urbanisme. J'y reviendrai après. Et donc on se dit que, je propose moi que l'État, oui, on se donne des objectifs ambitieux, parce qu'il faut qu'on soit dans la transition énergétique, dans la production des énergies renouvelables, mais qu'il accompagne. Et les propositions qu'on fait, c'est par exemple pour la ZFE, que l'État augmente et crée un vrai fonds pour que chaque citoyen puisse acheter une voiture à prix raisonnable. C'est-à-dire un système de leasing, on pourrait imaginer, qui fait que chacun donne 50 ou 100 euros par mois et qu'au bout de 5 ans, on a une voiture. Et le reste étant financé par l'État. Mais pourquoi l'État ne propose pas, je sais pas, moi ça m'a pas l'air si violent que ça, les voitures, je me trompe peut-être, hein. Je pense que vous parlez des voitures électriques. Je parle des voitures électriques, oui. Ok. Pourquoi on reste pas avec nos voitures diesel parce qu'il y en a pas mal quand même, c'est ce que disait Vincent hier, il y a quand même pas mal qui partent à la casse, alors qu'elles sont encore plus que fonctionnelles. Une bonne révision aidée par l'État, je sais pas. Non, et d'autant plus que dans l'exemple des voitures diesel, on a aussi toute une génération de voitures qui roulent avec des additifs, là, comme l'Adiblue à l'urée. Adiblue, moi j'ai ça. À l'urée, et qui fait que finalement, il y a des particules fines, mais qu'on pollue aussi moins. Donc, quand je parle d'accompagnement, c'est global, c'est pas qu'un volet de changement de voiture, mais peut-être qu'on se dit que les voitures de plus de 25 ans ou 30 ans, celles qui sont au bout de course et qui ont des problèmes de contrôle technique, on les change, que les autres, on se donne 10 ans pour le faire, etc. Et qu'on accompagne nos concitoyens, nos entreprises au changement. C'est pareil, ça m'amène sur cette loi climat à parler de l'urbanisme. Aujourd'hui, on a décrété moins 50% de terres artificialisées en 2035 et 0 en 2050. Objectif ambitieux et aussi peut-être salutaire pour la préservation du climat. Sauf que, est-ce qu'on doit l'appliquer pareil à Paris, à Strasbourg, dans la Creuse ou dans l'Hérault, où on reçoit 1200 habitants par mois? 1200 habitants par mois, ils viennent là, il faut bien qu'on les loge. Et donc, il faut que chaque mesure décidée sur un objectif global à Paris soit déclinée territorialement en fonction des spécificités locales. En Corrèze ou dans la Creuse, ils perdent des habitants, eux, effectivement, le 100% zéro artificialisation, ils peuvent l'atteindre peut-être en 2030. Et nous, compte tenu des migrations... Donc redonner du pouvoir au territoire. Exactement. Et donc, la proposition que je porte, c'est de réformer un petit peu notre démocratie en allant plus loin dans la décentralisation,
en gardant un État fort sur tout ce qui est régalien, défense qu'on évoquait, défense, justice, éducation, et puis que tout le reste soit transféré aux collectivités locales, régions, départements, communes, proches des citoyens, proches des problématiques de terrain, et capable donc de gérer ça en bonne intelligence avec les problématiques du territoire. Ouais. Et on a un exemple très concret, c'est la formation professionnelle, par exemple. Nous, on a du thermalisme, il faut former des gens au thermalisme. Dans l'Aveyron, il n'y a pas de station thermale, il n'y a pas... Voilà, vous voyez ce que je veux dire ? Et donc... D'accord, je vous remercie. J'aimerais rebondir sur justement votre thématique de créer une mobilité durable pour tous. J'aimerais vous citer quelques données juste avant de vous poser une question. L'Agence européenne de l'environnement sort un rapport en 2018 sur les voitures électriques. Ce rapport dit que les voitures électriques émettent 2 fois plus de CO2 qu'une thermique en prenant en compte sa fabrication. C'est beaucoup plus d'émissions d'oxyde d'azote, d'oxyde de soufre. On a multiplié aussi par 4 ou 5 la quantité de cuivre, par exemple, dans les voitures électriques. Ça a été x3 pour l'aluminium. Et pour tout ce qui est métaux rares, comme le graphite, la manganèse, le cobalt, c'est x7 à 10 par véhicule électrique. Donc c'est quand même assez conséquent. On voit aussi que l'industrie minière est extrêmement polluante, avec des mines gigantesques qui permettent, en comparaison de leur taille, d'extraire des quantités dérisoires de métaux. Et ces métaux proviennent souvent de pays avec une instabilité politique, comme la RDC, donc la République démocratique du Congo, ou encore la Russie, il y a la Chine aussi. Et dans le cas de la RDC, les enfants sont utilisés pour... il y a largement recours des enfants pour le travail dans les mines. Donc finalement, en conclusion, derrière le beau discours de l'électrique, est-ce qu'il ne se cache pas un important greenwashing d'une industrie un peu plus sale qu'on veut nous le faire croire, et bien évidemment qui est loin d'être une véritable solution écologique, et souvent bien plus polluante qu'on veut le faire croire aux citoyens. Donc à la vue de ce constat, appuyé par différentes sources et études, pourquoi considérez-vous que les véhicules électriques sont une mobilité durable pour tous ? Alors, je considère que la transition par les véhicules électriques, c'est une étape transitoire. Et que demain, on roulera à l'hydrogène, peut-être après-demain à l'eau, comme on a connu à la fin du 19e siècle le tout charbon. C'était la révolution industrielle, on faisait du charbon pour avoir de la vapeur, et puis ça a marché 50, 100 ans, et puis maintenant on passe à autre chose. Et donc effectivement, la transition par le véhicule électrique, c'est qu'une étape. Ça amène quand même des réflexions, comme vous l'avez dit, sur d'abord le fait que l'étude européenne aussi, elle prend en compte le fait que les autres pays, contrairement à la France, produisent de l'énergie très carbonée. Mais ça élude pas la question de la dépendance de la construction de ces véhicules aux terres rares. Et d'ailleurs, je rajoute dans les terres rares une qui l'est moins, mais qui est l'uranium, qui est aussi qui vient pas de chez nous, et qui est quand même aussi une donnée à prendre en compte. Là, il faut être sans état d'âme. Il faut que l'État, parce que c'est aussi la grandeur de la France que de défendre nos valeurs fondamentales depuis la Révolution, et notamment sur l'emploi des enfants, le droit des femmes, sur lequel je voudrais faire une parenthèse parce que c'est une vraie cause que l'on défend, l'égalité homme-femme et la lutte contre la violence faite aux femmes. Aussi, ce sera un vrai combat que je souhaiterais mener. Et donc la lutte contre le travail illégal, le travail des enfants aussi. Et donc il faut que l'État oblige les grandes entreprises avec qui on produit d'avoir des contrats sans que les enfants ne soient employés. Exploités. Faut que l'on soit en mesure aussi de ne traiter qu'avec les pays qui respectent les droits de l'homme, en tout cas sur ce volet-là. Et un des principaux producteurs de terres rares, c'est comme la Chine aussi, qui aujourd'hui ne souhaite ou souhaite peu rentrer dans les contingences environnementales et travailler avec nous sur l'avenir de la planète. Et donc il faut que là aussi, la voix de la France par le biais de l'Europe, et c'est pour ça qu'on a besoin d'une Europe forte, parce que démographiquement, économiquement, on pèse, alors que la France tout seul, on reste un petit pays, soit capable de faire entendre cette voix après les accords de Paris pour dire que faut que ça cesse, et qu'il faut qu'on n'exploite plus les enfants, qu'il faut qu'on préserve l'environnement quand on extrait, et que l'on soit en mesure de préserver la planète pour les générations futures. D'accord. Et puis aussi,
on n'a pas évoqué ça, mais pour les interventions des sapeurs-pompiers, intervenir sur des véhicules électriques accidentés, c'est beaucoup plus compliqué, difficile, ça comporte plus de risques, avec des risques d'explosion, notamment des batteries. Enfin, oui, c'est des procédures plus lourdes, plus... Tous les progrès techniques, ils ont leur volet de difficulté. Toujours le pour et les contre. Je suis désolée, on va devoir s'arrêter. Vous vouliez juste faire une aparté sur l'égalité homme-femme. Oui, non, mais j'ai dit un peu les grandes lignes du combat que je souhaite porter. Bon, aujourd'hui, c'est intolérable qu'il y ait des femmes qui subissent des violences. Ouais. Ça aussi, c'est pas digne de notre société. Et puis, c'est pas digne de notre société non plus que les femmes soient pas payées comme les hommes, que le soit. Et donc, je pense que comme on l'a fait pour les fonctions électives où on a obligé la parité, il faut que la loi impose qu'on soit monsieur ou madame, on soit traité de la même manière et qu'on soit intransigeant sur les violences faites aux femmes. Aujourd'hui, il y a une femme sur 4 qui subit des violences. Une femme sur 4, c'est énorme. Alors, moi, ce que j'ai pas saisi pendant toute cette période Covid, c'est que, par exemple, les services sociaux ont d'ores et déjà des dossiers de signalement de violence, etc. Pourquoi, durant cette période Covid, on n'est pas justement allé vérifier toutes ces familles pour savoir si tout allait bien? On en revient à ce qu'on évoquait en début de notre entretien sur les moyens alloués au service public. Aujourd'hui, refaire sa carte d'identité, c'est devenu impossible. Il faut être faut être informatisé. Et puis en plus, il faut pas être éloigné de l'écrit et pas éloigné du langage administratif. Parce que même avec un ordinateur, c'est compliqué. C'est compliqué. Et en plus, quand on téléphone, il n'y a jamais personne au bout du fil. Donc, il faut que les services publics aient les moyens de leurs ambitions. Et dans le cas d'espèce des violences intrafamiliales, c'est pour ça que je disais qu'il faut renforcer notre sécurité. Il faut qu'il y ait suffisamment de gendarmes pour aller sur le terrain et que la justice ait les moyens d'accomplir cette fonction régalienne qui fait que chacun peut vivre en sécurité chez soi. Ouais. Un dernier mot, vous souhaitez un État fort, doté d'une défense nationale, la défense nationale d'un budget permettant de répondre concrètement aux enjeux mondiaux. Oui, alors... Et on finira là-dessus. Bon, très bien. Oui, donc j'évoquais tout à l'heure la proposition que j'ai, que l'État soit garant des fonctions régaliennes. Et dans la fonction régalienne, on a parlé de la justice, on n'a pas parlé d'éducation ce matin, mais il y aura peut-être d'autres occasions. Il y a la défense nationale. On a fait le choix de professionnaliser notre armée et d'en réduire ses effectifs. À un point qu'aujourd'hui... on sait que les moyens que nous avons ne nous permettraient pas seuls de répondre à une éventuelle attaque qu'on pouvait avoir. Et la guerre en Ukraine nous ouvre fortement les yeux sur que finalement le combat pour la paix n'est jamais gagné et qu'il faut qu'on soit toujours là pour dire que les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes, que c'est les valeurs de la France qu'on porte à l'international. Et pour pouvoir porter ça, il faut aussi avoir une défense un peu comme pendant la guerre froide pour maintenir les équilibres. Et donc aujourd'hui, la réduction du nombre de militaires, la réduction des moyens alloués à la défense fait que s'il y a une guerre demain, je ne suis pas sûr qu'on ait des munitions pour nous dire 15 jours. Donc ça nous ramène à ce que l'État doit redoter la défense nationale des moyens qu'elle doit avoir pour assurer la sécurité du pays dans une Europe aussi garante de cette sécurité-là, et au sein de l'OTAN. Moi, je suis pour qu'on reste dans l'OTAN, parce que c'est aussi parce qu'on fait un bloc des démocraties. C'est l'union fait la force. Et qui fait qu'on est capable de lutter contre les dictateurs qui naissent ici ou là dans le monde. Voilà ce que je veux dire. Alors, est-ce que vous voulez qu'on voit un dernier point, parce que telle était votre demande, je vous sais pressé. Je vous remercie. Non, je vous remercie en tout cas de ce moment d'échange et puis aussi de ce moment de diffusion de nos idées pour nos concitoyens. Écoutez, c'est important. Nos concitoyens de l'Hérault. Je veux rappeler que le rôle de député aussi, il est bien sûr sur ces questions nationales qu'on a évoquées à Paris, mais c'est aussi un rôle local, parce que le député doit défendre le territoire auprès des services de l'État, le sous-préfet, le préfet, et des services de l'État, l'ARS, la DDTM ici. Et la force de notre candidature avec Marie-Pierre Pons, c'est que nous sommes des gens du territoire, engagés pour nos concitoyens avec le cœur, parce qu'on est des passionnés, et qu'on a la chance de pouvoir faire aussi un pack, une équipe, une force avec Carole Degas, la région Occitanie, avec Cléber Mesquida, le département, et c'est aussi parce qu'on sera capable de porter leurs difficultés à Paris, les difficultés de ces institutions-là, je veux dire, et qu'on sera capable aussi en local d'interagir auprès des services de l'État, qu'on sera plus fort pour nos concitoyens.
Je vous sais aujourd'hui accessible. Est-ce que vous le serez demain si vous êtes député? Moi, tout à l'heure, on a évoqué le fait que je faisais à la fois mes mandats électifs en même temps que mon métier. Tout ça, c'est une question d'organisation et de volonté. Moi, les gens, ils ont mon numéro de téléphone, ils m'appellent, si je ne réponds pas, ils laissent des messages. Avec les technologies modernes, même en étant au bout du monde, on peut faire une visio, discuter, aucun problème pour le débat. Et en tout cas, ça, c'est un vrai engagement que je prends parce que c'est pas difficile de le prendre puisque ça fait déjà 20 ans que je le fais. Bien sûr que je serai très disponible, accessible et prêt à me faire engueuler aussi. Une toute petite dernière question avant de vous libérer. Tu demandes à Monsieur Maninck. S'il vous plaît, si vous me permettez. Mais bien sûr. Face au contexte mondial actuel, un peu difficile, un peu compliqué, avec pandémie, guerre et urgence climatique, est-ce que vous auriez un conseil à donner aux jeunes générations qui nous écoutent sur Radio Salvetin? Bien sûr. Alors, bien sûr. D'abord, c'est qu'il faut garder l'espoir. Je dis ça parce que quand je fais le tour là un peu des jeunes, ils me disent mais nous on n'y croit plus, les politiques vous êtes tous pareils, ça changera rien et puis de toute façon on va dans un mur et on n'y croit plus. Donc il faut garder espoir, premier point. Et deuxième point, ne pas hésiter à s'engager dans le monde associatif, dans la vie publique et élective. Et s'engager pour ses concitoyens, c'est aussi parce qu'on a des idées et qu'on est capable de les porter qu'on fera changer le monde de demain. Donc on y va tous ensemble et on va réussir à faire changer les choses. Très bien, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci à vous Aurélien Maninck et j'espère à très bientôt. Merci, oui, au plaisir. Ouais, merci à tous, bye bye. Au revoir.